Je suis ravi de retrouver Bruno Leroux. Harlem Désir, Monsieur Lema, deux nominations qu'il fallait éviter ce matin dans la presse. Je ne vais pas vous sortir tous les journaux, considérant que c'est la main du président et que c'est tout à fait anormal, un sur le plan économique, deux sur le plan Mais politique. je ne vois rien d'anormal dans ces deux nominations. Il faut regarder les choses. On peut avoir plaisir à essayer de démonter comme ça, essayer de trouver qu'il y aurait... Prenons la Caisse des dépôts. Ouais. Pierre-René Lema est-il un grand haut fonctionnaire? Oui. La Caisse des dépôts est-elle Connaît-il quelque aujourd'hui... chose à l'économie? Mais bien Non. entendu qu'il connaît quelque chose à l'économie. Et il connaît quelque chose à l'intérêt général. Et la Caisse des dépôts, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bras armé de l'État pour collecter un certain nombre de fonds, les réaffecter à des causes d'intérêt général. La question du logement, la question... Et donc qu'il y ait quelqu'un qui ait servi l'État pendant toute sa vie, qui connaisse bien entendu bien ces problématiques-là, mais moi ça me rassure plutôt que ça ne me choque. Ce qui m'aurait choqué, c'est que l'on mette à cet endroit-là quelqu'un qui soit un pur financier, quelqu'un qui n'ait jamais connu l'État, quelqu'un qui ne sache pas ce qu'est l'intérêt public, et donc là, cela rassure. Et comment se fait-il que la gauche ait hurlé quand Nicolas Sarkozy avait envisagé de nommer quelqu'un qui venait de l'Élysée à la Caisse des dépôts? Tout simplement parce que ce n'était pas la même période. On Tout envisageait... simplement parce que c'était pas vous. Non. On envisageait à Personne Non, ne va non, le non, croire non. une seule seconde. Je vais vous Vous dire êtes les... habile, mais Mais personne non, ne je le vais croit. encore vous dire les choses. Quand envisageait-on de nommer M. Muscat? À la fin d'un processus, c'est-à-dire à la fin d'un processus politique pour essayer de peser sur l'équipe suivante. Ici, ce n'est pas le cas. Le président de la République est là jusqu'en 2017, il va mener sa politique. Il a besoin d'un certain nombre de personnes qui puissent relayer cette politique, qui plus est à la Caisse des dépôts. Et donc c'est totalement différent. Nous ne nommons pas aujourd'hui quelqu'un et nous ne projetons pas de nommer quelqu'un pour empêcher l'équipe suivante, mais pour mener à bien le travail de l'équipe actuelle. Et c'est cela la différence. Et personne ne le croit. Mais, Vous me donnez une explication, personne ne la croit. mais parce que Ils étaient tous ensemble à l'ENA, ils se répartissent les parce que postes, c'est beaucoup plus c'est facile. des histoires de bureau. Mais quand même. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette thématique de ils sont tous ensemble, ils se partagent les choses. C'est vous qui avez dénoncé le clan Sarkozy. Non, mais et bien maintenant, on entendu. voit des gens, ils étaient Mais- tous ensemble à l'ENA la même année, etc. Et tout d'un coup, on les interchange Mais qu'il dans y un ait- système qui est celui du pouvoir. Et les Français sont choqués, c'est normal. Mais qu'il y ait des gens qui soient intelligents dans cette même promotion de l'ENA et qui aient fait des parcours qui sont des parcours très singuliers, tant mieux. Il n'y a pas Mais à c'est pas être le fait qu'ils aient fait choqué. l'ENA, c'est- Mais il n'y a pas à être choqué de ce qui se passe quand je Il y a pas de donne scandale, les quoi, explications. Bien entendu qu'il n'y a pas de scandale. Nommer quelqu'un de compétent à un organisme qui est un organisme d'une importance capitale pour l'État, c'est quand même quelque chose qui me semble D'accord. explicable Et et Harlem normal. Désir dans la perspective des européennes, alors que beaucoup se disent le PS, les européennes, ça va être le grand Mais plongeon. Harlem Désir, c'est assez extraordinaire parce que vous étiez les premiers et Vous tous êtes les le premier à me dire éditorialistes, non, mais tous les journalistes a dit il n'est pas à sa place au sein du Parti socialiste. Et en même temps, quand on en discutait, mais quelquefois même de façon très claire, on disait ah oui, mais quand il discutait de questions européennes, là, c'était quelqu'un qui s'est impliqué et pas simplement depuis 2 ou 3 ans, depuis plus d'une dizaine d'années sur les questions européennes. Très bien, le président de la République lui fait la proposition d'un poste au niveau européen. Et là, d'un seul coup, on dit ah ben non, ça c'est pas normal. Bah si, les sujets sur lesquels Vous voulez il dire qu'on va était découvrir compétent, Harlem mais bien Désir, entendu, grand spécialiste de l'Europe. bien entendu, c'est un spécialiste et c'est un de nos meilleurs spécialistes des questions européennes. Et pour tout vous dire, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui et qu'il le sera beaucoup plus demain sur ces questions européennes qu'il ne l'a été au Parti socialiste. Il en avait envie et il a bien vu très vite que Dans son classement c'était difficile. d'assiduité qui est donné par la presse ce matin et par les organismes, on pourrait dire qu'il soit illustré. Oui, mais là encore, 732e sur 766. Non, 732e depuis qu'il est premier secrétaire du Parti socialiste. Ah oui, mais Quand d'accord. il n'était pas premier secrétaire du Parti socialiste, il était un des parlementaires les plus assidus et qui rendait le plus de travail à Bruxelles et à Strasbourg. Depuis qu'il était premier secrétaire, mais vous savez bien que cette fonction, elle emporte les choses et qu'il avait un mandat auquel il participait en allant voter, mais il travaillait forcément moins au Parlement européen. Mais Mais vous d'accord, allez mais- découvrir dans les heures qui viennent un des plus fameux techniciens que nous avons sur les questions européennes, Mais il y a un comprenant les sens enjeux politiques. Bruno Leroy, tout ça, vous êtes un politique aussi, vous. Mais Il y a un sens politique. Un type échoue et on le met à la tête d'un secrétariat d'État qui conditionne en partie quand même l'avenir de la gauche dans la perspective des européennes. C'est lui qui va être obligé de défendre le bilan du gouvernement, sa politique européenne, les rapports avec Berlin, Bien etc. sûr, Il parle allemand? J'ai toujours dit, et je le redis, qu'un type échoue, c'est quand même très réducteur par rapport à la responsabilité qui est la nôtre. Et Jean-Christophe Cambadélis ne réussira demain que si nous réussissons Alors lui, il est pas tous nommé. ensemble à être avec lui. Mais Harlem Désir, vous le verrez, cette question européenne, ce n'est pas, quand je dis un technicien, il en connaît tous les rouages de l'Europe, mais c'est avant tout un politique qui connaît bien aujourd'hui ses rapports de force, la discussion à avoir. L'Europe, il ne vous a pas échappé que dans le discours de politique générale de Manuel Valls, c'est un sujet important
important pour la France, important pour la croissance, Donc, dans la discussion que nous allons avoir. Je pense donc qu'il vous est me à sa dites bonne bien place. clairement ce matin qu'Karim Désir n'est pas un handicap pour la gauche aux européennes. Bien entendu qu'il n'est pas un handicap. Et vous verrez même que dans les prochains jours, la façon dont il assumera ces débats européens sera un plus pour le gouvernement et pour la gauche. Il y aura une ratification, sous une forme ou sous une autre, pour Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS. Je pense qu'il n'imagine pas qu'il n'y ait pas de ratification. Le PS, c'est avant tout des militants. Et donc, on ne peut pas Je faire vous les cite choses sans demander aux militants leur avis. un député ce matin, c'est un niveau ahurissant de dépossession des militants. Le fait de le nommer comme ça. Mais est-ce que l'on aurait voulu une période où il n'y ait vous- personne et demander aux militants, moi je préfère qu'il y ait un choix qui soit clair. Et ce choix est clair. Jean-Christophe Cambadélis, aujourd'hui, je souhaite qu'il soit le prochain premier secrétaire du Parti socialiste. Et pour autant, je n'imagine pas, lui non plus, je pense, n'imagine pas que cela puisse se faire sans les militants. Les choses sont claires. Mais comment? C'est-à-dire un vote qui va être organisé, Mais bien entendu, il une faut. sorte de plébiscite. Vous dites tout de suite, d'un vote, on passe à un plébiscite. S'il y aura très certainement d'autres candidats, en tout Vous cas, il peut imaginez y la avoir... cacophonie si jamais les militants socialistes votent non à son arrivée. J'imagine bien la cacophonie, et c'est pour ça que c'est un cas de figure, là encore, que je m'emploierais à ne pas connaître. Je pense qu'il Alors, est aujourd'hui le bon premier secrétaire, et donc je le défendrai. question de fond sur tout ça. Il y a une séquence qui a été plutôt pas appréciée, une fin de semaine où les nominations sont un peu contestées, et ce matin, à grand rendez-vous, Manuel Valls donc rencontre les syndicats. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va les rencontrer justement dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est une première pour lui? Oui, parce que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, excusez-moi, ce n'est quand même pas le principal. On est passé très très vite d'un discours de politique générale, dont Guillaume Tabar, d'ailleurs, avec justesse, Sur Radio soulignait Classique, ouais. la force, l'énergie qu'il dégageait. Et donc les syndicats vont arriver à Matignon ce matin avec en tête ce discours du nouveau Premier ministre, l'énergie qu'il dégageait, la volonté de continuer une politique de dialogue social qui n'a pas changé, qui doit être la marque de ce gouvernement. Et en même temps, les Mais vous difficultés... croyez qu'ils vont accepter les 30 milliards d'abaissement des charges qui sont donnés eux? Je pense qu'elles sont là dans la façon dont Parce elles que c'est ont ça, à été... 8h30 la CGT, 18h30 la CFDT, il va falloir le faire passer. Je pense en tout Ce cas que paquet. l'annonce qui a été faite par le Premier ministre d'une meilleure répartition, allez, je vais dire les choses, qui tiennent compte du message que nous avons entendu des électeurs. Sur le thème, il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il y a aussi les salariés. Et donc, quand on veut faire en sorte d'aider à la compétitivité, il faut aussi aider à la confiance dans l'entreprise. Et la confiance, ça passe aussi par le pouvoir d'achat. Et donc, le partage qui a été fait entre ce qui relève de la pure compétitivité, l'abaissement du coût du travail et en même temps la feuille de paye des salariés, je pense que c'est un bon équilibre qui a été donné par le Premier ministre. Et de ce point de vue-là, cela amène des éléments positifs supplémentaires à la négociation, à la discussion qui a lieu avec les syndicats ce matin. Il semblerait que Jean-François Copé, actuellement, rêve à une dissolution, ou rêve d'une dissolution, pardonnez-moi, pour être plus correct d'un point de vue du français. J'ai l'impression qu'il ferait mieux de rêver à rester à la tête de l'UMP, parce que visiblement les choses s'organisent plutôt de son côté pour essayer de le mettre de côté et de dire que maintenant que l'on est sorti d'une séquence où visiblement pour ses amis sa présence ne doit pas grand-chose à la victoire de l'UMP au municipal, et donc plutôt que de rêver d'une dissolution qu'il n'aura pas, qui n'est pas prévue, il n'y a pas d'alternance qui est entraînée. C'est-à-dire que quel que par... soit, même si le PS fait 10% aux européennes, il n'y aura pas de dissolution. Mais d'abord, même si le PL fait, nous ne sommes pas dans la situation de faire 10%, et nous allons nous battre dans cette campagne avec des enjeux européens et Il n'y a en pas une essayant barre. de qualifier le 18, scrutin. ça va, 15, ça devient dangereux, et en dessous de 15, Mais- ça devient plus que problématique. Mais bien entendu qu'il y a des chiffres qui peuvent poser difficulté dans la relation que nous avons avec les Français, mais il faut faire les campagnes d'abord. Moi, je ne veux pas me mettre dans les chiffres avant d'avoir commencé la campagne. Et pour autant, je vous le dis, les institutions sont d'une clarté limpide. François Hollande est président de la République jusqu'en 2017. Et en 2017, il posera aux Français la question de savoir s'ils vivent mieux en 2017. Nous avons tous l'espoir, dans ce que nous faisons jour le jour, que leur réponse soit oui. Et pour ça, il faut continuer à travailler. Et il n'y aura pas, je le dis à M. Copé, de dissolution. Question un peu solennelle, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas que le président de la République, après cette séquence et avant les européennes, intervienne un peu comme Mitterrand l'avait fait en 92, parce que là, les élections européennes arrivent, et vous savez très bien que non seulement ça peut emporter le Parti socialiste, mais ça peut emporter au fond tous ceux qui sont pro-européens. Est-ce qu'il ne serait pas temps que le président de la République fasse un peu comme Mitterrand en 92, c'est-à-dire qu'il parle sur ces sujets, alors que le résultat des municipales donne plutôt la parole, ou en tout cas marque une progression considérable des anti-européens? J'espère qu'il en a le projet. Je pense qu'il a pris la parole de façon très claire, très nette
au lendemain de l'élection municipale pour tirer des enseignements à chaud et pour dire aux Français qu'ils les avaient entendus. Et pour autant, je pense que cela ne solde pas aujourd'hui le besoin qu'ont les Français de savoir Quand où il va, comment il y va, et à la limite, ce qu'il pense lui très profondément de la situation faut du qu'il parle. pays. Donc Il moi, faut qu'il parle vite. en tout cas, je vous dis, j'espère qu'il a le projet de parler. Après, vite, pas vite, je ne Les donne pas la... européennes, ouais, vous savez quand c'est en mois de mai. Bien entendu, mais c'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin. C'est au président de la République. À partir du moment où je vous dis que j'espère qu'il a le projet de s'adresser aux Français, il est bien évident que je préfère que ce se fasse dans un temps plutôt court qu'à la rentrée prochaine. La forme de ces interventions, est-ce qu'elle doit être un peu exceptionnelle comme ça avait été le cas en 92, ou est-ce qu'il faut qu'il aille dans un journal télévisé Ah, je pense que plutôt que de parler aux journalistes, il faut parler aux Français. Et que le journal, le face-à-face n'est pas quelque chose de totalement... il l'a déjà fait. Et donc l'idée... Il faut inventer quelque chose. En tout cas, inventer ou refaire. Vous savez, de nombreux responsables politiques, présidents de la République, ont quelquefois choisi de s'adresser directement à des Français. Je pense que François Hollande a en même temps et l'empathie aujourd'hui de la situation et en même temps les mots clairs pour dire la façon dont il entend résoudre les problèmes pour pouvoir s'adresser directement aux Français. Est-ce que vous pensez qu'il est content du tweet de Madame Trierweiler alors qu'il arrive au voyage au Mexique et qu'elle soutient donc Madame Versini qui n'a pas revu ses enfants, lesquels enfants sont les enfants d'un personnage important au Mexique, puisqu'il est le parrain de l'actuel président, enfin le parrain politique de l'actuel président. Je ne connais pas toute cette affaire, mais je crois que le président de la République lui-même, dans les dernières heures, vient de s'intéresser, enfin de parler de ce cas, de cette affaire très précise dont je ne connais pas tous les contours. Mais donc de ce point de vue-là... Il est opportun ce tweet ? Ou c'est un relais par la presse exagéré? Non, il y a un relais par la presse dont on voit bien l'exagération qu'il peut avoir. Mais dans le même temps, là, il y a des choses qui sont très concordantes vers les intérêts d'enfants, vers les intérêts d'une famille. Et donc, pourquoi s'alarmer de prises de position qui vont dans le même sens? Parce que Manuel Valls a dit à Gennevilliers, chez Thales, qu'il fallait inventer une machine contre les couacs. Oui. Cette machine n'aurait pu concerner Madame Trierweiler. Non, mais Madame Trierweiler n'est pas membre du gouvernement. Oui, enfin, ça fait partie de l'histoire politique. Oui, enfin, pour vous, ça fait partie de l'histoire politique. Pour tout le monde. Je pense que pour beaucoup de Poser gens... la question à Ségolène Royal. Je pense que pour beaucoup de gens, ça ne fait pas partie de l'histoire politique. En tout cas, ça ne fait pas partie de ce qui fait aujourd'hui les relations politiques dans notre pays et le sérieux du débat politique. Est-ce que vous considérez, ce sera ma dernière question, Bruno Leroux, qu'il va y avoir un soutien massif maintenant qu'un certain nombre de députés de la gauche sont entrés au gouvernement, à la politique justement du Premier ministre et du Président de la République? Ou est-ce qu'on va toujours vivre une séquence critique? Parce qu'il y a Mélenchon dans la rue ce week-end. Vous savez, je connais les socialistes. Je sais très bien qu'ils ont toujours la propension à vouloir débattre, quelquefois encore plus qu'il ne le faut. Et pour autant, face à la difficulté, nous ne sommes pas sortis aujourd'hui des difficultés. Je pense que nous avons nécessité à recréer de la confiance, de l'espoir. Moi, je préférais que nous ayons des débats maîtrisés. Débat maîtrisé, ça ne veut pas dire pas de débat. Ça veut dire tout mais est-ce simplement... que la tendance Mélenchon, qui n'est pas celle des socialistes, mais celle du Front de gauche, est une tendance qui va défiler avec un personnage politique qui serait une sorte de mort-vivant et des idées qui seraient mortes? Non, mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon... Parce que c'est la gauche de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, depuis plusieurs mois, fait une manifestation, une insulte. Une manifestation, une insulte au président de la République. Bon, bah là, on est dans la phase manifestation. C'est peut-être la phase la plus agréable du mélenchonisme. Merci beaucoup. Bruno Leroux était notre invité ce matin. Donc, il est le patron des députés socialistes à l'Assemblée. Bonne journée à vous. Bon week-end. Il faut se reposer. Merci.